manière, je vais commencer donc, en vous expliquant que nous sommes en 1890. C'est l'été, c'est particulièrement chaud sur Londres depuis quelques jours, quelques semaines. Enfin, particulièrement chaud à Londres, c'est que ça dépasse allègrement les 24-25 degrés. Ce qui est quand même très très chaud pour la période. Et vous êtes tous vous vivez tous à Londres, vacants à vos occupations diverses et variées, sachant que vous avez un point qui vous rassemble, c'est que vous avez tous et toutes et tous été étudiants il y a à peu près entre 12 et 15 ans de cela. Vous avez été étudiant au King's College qui est non loin de Hyde Park. Et vous avez passé quelques années dans ce collège. Vous vous êtes rencontrés, à la fois tous les trois, mais d'autres étudiants avec qui vous êtes toujours en contact. Le King's College a une particularité, c'est que ce n'est pas qu'un collège pour la noblesse, mais c'est un collège qui a été créé dans les années 1830, si je m'abuse, pour rapprocher la noblesse et puis la bourgeoisie. En tout cas, c'est un collège de la classe dirigeante. Et bien entendu, dans l'univers de l'appel de Cthulhu, ce collège est complètement mixte. Bien sûr. Je mettrai pas ma main à couper dans le nôtre, mais c'est pas grave. L'époque victorienne est propice à la révolution industrielle. Enfin, vous avez connu et vous connaissez encore un fort changement des us et coutumes, passant d'une Angleterre et d'un Royaume-Uni extrêmement rural à un Royaume-Uni industriel, tout cela s'appuyant sur la richesse tirée des différentes colonies de l'Empire britannique. Nous sommes en début de semaine, et vous avez reçu chacun un télégramme, ou un télégramme, ou une lettre, d'un de vos anciens camarades de classe, de collège. Alors le collège, c'est pour plutôt les étudiants âgés, hein, c'est de 17 à 21 ans. Donc vous étiez déjà plutôt âgés, et c'était votre expérience scolaire, universitaire, avant de rejoindre vos différents métiers, où vous êtes mariés ou fait autre chose de vos vies. Et vous avez reçu une invitation de la femme de Monsieur Howie Formby. Harold, ou Howie pour vous, parce que Harry était un de vos camarades de classe au King's College. Vous avez reçu une invitation, en fait pas de lui directement, mais de sa femme, Gertrude Formby, qui vous invite à venir le plus vite possible, entre guillemets, dès que vous pouvez, dans les jours à venir, de la rejoindre dans sa demeure, qui est au sud-ouest de Londres, dans la direction du Kent. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez ce matin de juillet. Vous avez pris un train à Victoria Station, et un train qui va vous amener dans un petit village non loin de la demeure des Formby. Et hasard ou destinée, qui sait, vous vous retrouvez tous les trois dans ce petit train. Vous avez pris une place dans la première classe, bien sûr, et vous vous retrouvez finalement dans le même wagon, sachant que c'est assez rapide, hein, parce qu'il y a moins de 30 minutes en fait de transport pour arriver dans la petite gare qui dessert le manoir ou la demeure des Formby. Vous voilà arrivé dans ce train, dans ce wagon plutôt luxueux, hein, puisque nous sommes dans un wagon de première classe, dans une cabine où peuvent se mettre que 4 personnes. Vous avez pris quelques bagages. Le message a été plutôt laconique, puisqu'il consiste tout simplement en quelques phrases. Demande votre présence à Formby House.
Grandon's Bridge, donc ça c'est l'adresse. Rechute fièvre cérébrale infantile. Mon mari demande votre aide. C'est exactement ce que vous avez reçu. Et donc, vous voilà arrivé dans ce wagon, et je vous laisse vous présenter. Ouais, on se connaît déjà. Oui, au moins un petit rappel. D'accord. Qui veut commencer? Je vais commencer, c'est pas... Walter Talbot, pour vous servir. Je crois que vous reconnaître, nous avons été en cours ensemble, il me semble, il y a quelques années maintenant. Pour ma part, j'ai fait la guerre. Il était important pour moi de prendre un peu l'air ces dernières années. Donc je suis, comme vous voyez, un beau brun à la moustache bien fournie, qui commence un peu à se dégarnir de la tête, mais pas du côté. Je suis assez droit dans ma posture et je parle avec assurance. Comment allez-vous? Ben, je prends la parole. Je fais... Quel plaisir de vous revoir, colonel. Cela fait un moment que je ne vous ai pas vu et vous avez bonne mine, si je puis dire. Vous voyez un homme qui ressemble... bah, je vais pas faire trop dans le détail, qui ressemble à Watson du film de Sherlock Holmes, représenté par l'acteur Jude Law. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est un homme qui a des cheveux brun clair, il a une moustache bien taillée, bien soignée. Il est élégamment vêtu, mais ça ne veut pas dire qu'il fait partie d'une certaine noblesse, mais ça se voit qu'il fait très attention à son apparence. Il est autour de la moustache, il est bien rasé, il est bien soigné. De lui se dégagent peut-être quelques petites odeurs de parfum, mais très discret. Il est observateur, il regarde beaucoup autour de lui et porte un élégant chapeau dont il ne se sépare jamais, ainsi qu'une écharpe qu'on voit pas sur la photo, mais il a également une écharpe, malgré que qu'il fait super chaud. C'est une écharpe très légère en comment on appelle ça, En soie? En soie, voilà, merci. Je ne trouvais plus le mot. Un élégant écharpe en soie. Il porte également une montre à gousset et une canne dont il ne se sépare jamais, dont le pommeau représente une tête de lion. Lady Charlotte? Alors, je suis vraiment très honorée de vous retrouver après ces quelques années qui n'ont pas l'air d'avoir trop influencé vos visages. Écoutez, moi, maintenant, voilà, je suis mariée avec un homme qui a profité en fait de l'ère dentelière sur Calais, en fait, en France. Et vous vous souvenez en fait d'elle comme une jeune fille en fait plutôt timide et qui a pris beaucoup d'assurance et qui est un peu plus hautaine en fait que ce que vous aviez pu connaître d'elle. Physiquement, elle a l'air encore assez juvénile, malgré ses 30 ans à peu près. Et voilà, elle a vraiment des vêtements confectionnés par justement les métiers à tisser avec lesquels son mari travaille. Et elle est très très grande et très élancée. Vous êtes, ma foi, fort bien habillée, madame. Merci. Effectivement, c'est une robe qui a été confectionnée dans une des manufactures de mon époux. Il a bon goût, votre époux, concernant évidemment vous-même et vos vêtements. Je salue un peu avec mon chapeau.
Merci beaucoup. Bon, elle rosit un peu au niveau des joues. Alors que... Eh bien, oui, Vas-y. Non, j'allais juste dire que j'étais très content de voir que, en effet, nous avons tous eu fort à faire ces dernières années. Bah, c'est exactement ce que vous pensez. Le train avance et vous vous rappelez, en fait, c'est il y a plus de 10 ans hein, que vous êtes rencontrés. Vous avez été plus ou moins en contact de ci, de là, mais la personne qui vous relie le plus, c'est Harold Forby, dit Harry. Pourquoi cette personne vous relie? Déjà, c'est une personne qui a eu la chance, pendant un trimestre, lorsque vous étiez au King's College, de ne pas aller en cours parce qu'elle était malade. C'est une personne qui était, on va l'appeler comme ça, souffreteuse, je pense, c'est peut-être le terme. Et à l'époque, il avait eu des problèmes, souffrante, mais une maladie chronique. Et vous étiez tous attachés plus ou moins à lui, peut-être pour quelqu'un une amitié virile, d'autres une vision plutôt maternelle avant l'âge de cet homme un peu pas malingre parce qu'il est quand même costaud, mais il a ces attaques de fièvre qu'il a eu pendant que vous étiez au collège. Et il a trouvé femme, et vous aviez été invité au mariage d'ailleurs, puisqu'à 20 ans il s'est marié. Il s'est marié avec une dame de la bourgeoisie londonienne, une femme que vous connaissez bien, plutôt timide à l'époque, peut-être qu'elle a changé depuis ces années. Gertrude Forby, son nom de jeune fille est Medler, Gertrude Medler. Qui a rejoint, qui vit avec son mari depuis une dizaine d'années, vous savez, et vous avez peut-être même rencontré, et peut-être même si vous le souhaitez, vous pouvez être le parrain ou la marraine de leur enfant, George Forby, qui a 8-9 ans, 9 ans on va dire. Le train avance assez vite, et puis il vous faut moins de 40 minutes pour arriver dans une petite gare. C'est une petite gare, vous êtes déjà peut-être venu dans ce manoir, le manoir des Forby, et vous arrivez dans une gare qui s'appelle Granton's Bridge. C'est extrêmement pittoresque, extrêmement bucolique, même si vous êtes à quelques dizaines de kilomètres de Londres. Un seul arrêt avec un pub, une église anglicane, quelques maisons et vous voyez surtout des fermes autour. Et vous pouvez louer les services d'un hippotaxi, c'est pas vraiment un hippotaxi, mais d'une charrette qui pourra vous amener jusqu'au domaine des Forby. Vous mettez vos bagages dans la charrette et vous partez. Vous partez pour le manoir et de la campagne typique du coin du Kent, avec c'est plutôt des landes plutôt que des forêts. C'est cultivé, c'est des grands domaines de chasse, et vous arrivez rapidement, très rapidement, jusqu'à la maison des Forby. Sympa. C'est une belle maison. Vous avez pu, certains d'entre vous, déjà venir. C'est plus un manoir qu'une maison, oui. Même si Forby n'est pas noble et qui fait partie de la bourgeoisie. En tout cas, il a un magnifique manoir. Alors, en fait, magnifique, c'est très relatif, parce que pour toi, Lady Charlotte, c'est une maison, une de tes maisons secondaires, une petite maison secondaire. Tu vois, pas non plus. C'est plutôt modeste. On connaît son profession qu'il a eu, pardon. Bien sûr, il est dilettante, héritier. Ah, d'accord. Comme beaucoup de la bourgeoisie, londonienne à cette époque. Ouais. Donc oui, sa profession, vous savez pas exactement ce qu'il fait. Il doit travailler dans les affaires, un peu comme tout le monde. Il vit des rentes de sa famille. Vous pouvez savoir que son grand-père, ou arrière-grand-père, vous n'êtes pas vraiment sûr,
était un artiste, un grand artiste, donc au début du 19e siècle, qui faisait, bah oui, vous savez ce qu'il faisait parce qu'il faisait des statues. C'était un artiste qui faisait des statues, et d'ailleurs quand vous arrivez auprès du manoir, vous voyez tout un tas de statues. Des statues à caractère, alors on va dire quoi, mythologique grecque et romaine. Donc vous voyez à la fois des Prométhée, des Neptunes, des dieux et déesses romaines. Vous voyez aussi des Médée et autres Icare qui peuvent trôner des statues en bronze, en métal. Et il y en a plutôt pas mal dans le jardin. Il y a une belle roseraie à l'entrée de cette demeure. Des roses assez multicolores en pleine floraison. La floraison suffisamment belle pour que vous voyez les couleurs en arrivant. Vous voyez quoi d'autre aussi? Vous voyez un lac, un petit lac, alors ce qu'on appelle un lac plutôt ornemental. Un lac qui est artificiel, hein, qui a été creusé à quelques encablures de la maison. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit actuellement qui est plutôt humide dans la demeure des Forby, parce que le reste, comme je vous dis, il fait chaud. C'est plutôt sec. Et quand vous arrivez, le paysan qui vous sert de cocher, je cherche le terme, vous laisse devant, et tout de suite, vous voyez un homme qui arrive, comme si vous étiez attendu, mais en fait, vous êtes certainement un peu attendu. Vous pouvez le connaître, certains d'entre vous, puisque c'est le majordome. Le majordome de la maison. Qui est lui. Une bonne bouille, dis donc. Voilà, il a... c'est ça. Quelqu'un de sympa, il a accueillant. pas l'air du tout sympa. Non, Robert Blake n'a pas la sympathie. du tout l'air sympa. Heureux d'être content. Mais il a quoi? Il a... Bon, ça fait pas mal d'années qu'il est là, hein, donc... Vous pensez qu'il a une 60aine d'années. Vieilli peut-être prématurément par la dureté de sa tâche, parce qu'il s'occupe d'une famille de bourgeois. Mais il descend, il dessine sur son visage un léger sourire. Très 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 léger sourire. Hop. Et tout de suite, il s'incline devant toi, Lady Charlotte. On connaît son nom? Est-ce que tu as déjà fait attention à son nom? Tu l'as déjà vu. Si tu es déjà venu, tu l'as déjà vu. Après, c'est un serviteur comme un autre. Potentiellement, oui, tu peux le savoir. Son nom, c'est Monsieur Bates. Monsieur... Je dis Monsieur Bates, toujours la forme. Je lui fais avec un petit salut avec le chapeau. Et il te regarde, les yeux profondément enfoncés, il semble fatigué. Oui, la forme. Mais ce n'est pas le cas de mon maître. Enfin. Bien. Oh, vas-y, pardon. Non, mais il attend que tu lui parles, bien sûr. Ah. Il s'incline, surtout devant toi, hein, Lady Charlotte. Oui. Et t'aide, si tu le souhaites, à descendre de cette charrette. Alors effectivement, je tends ma main en fait pour qu'il puisse la tenir et faire en sorte que je descende. Et puis je lui donne en fait mon grand chapeau et j'ai une ombrelle typique Art Nouveau en fait que je lui donne. Il prend ça, tu sens que sa main est poisseuse quand tu la prends. Mais bon, bah, t'arrives quand même à descendre. Tu penses qu'effectivement être habillé en noir, alors il a pas la veste qui la tue, mais il fait très très chaud. Et il t'aide à descendre. Il a une poigne, hein, quand même. Il est plutôt fort. Et il s'incline encore une fois que tu es au sol et qu'il prend tout ton matériel pour t'aider à rentrer. Je vous en prie, Lady, et il n'est pas extrêmement à l'aise avec les personnes de ton rang.
Bon. Merci beaucoup, Monsieur Bates. Je vous en prie, Lady. Le thé va être servi dans le grand salon, si vous le souhaitez. Très bien, oui, j'y tiens. Est-ce qu'il serait possible de voir les maîtres de maison pendant le thé? Bien sûr, bien sûr. J'ai reçu l'instruction de vous amener jusqu'à vos chambres et ensuite de vous amener au salon pour le thé. Il vous fait rentrer. Il va porter les bagages de Lady Charlotte, un beau sac en cuir bien ouvragé. Et s'il peut, il porte encore une valise, mais il reviendra. Il reviendra. Vous rentrez dans la demeure au moment où vous voyez la charrette, la diligence partir et repartir vers le village, qui est pas très très loin. Hein. Le village, il est à 2-3 km à pied. Hein. C'est pas très 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 loin. Vous rentrez et il fait très chaud. Il fait très chaud dans cette demeure. Vous voyez les lourdes tentures sur les murs de cette demeure qui date peut-être du début du siècle. Vous passez deux colonnes doriques, et c'est assez étrange parce que effectivement à l'entrée de ce manoir il y a deux colonnes qui font un peu étrange dans ce lieu. Vous rentrez dans le hall et vous prenez tout de suite un escalier qui est sur votre droite et Monsieur Bates vous dirige jusqu'à vos chambres. Je suis vraiment désolé, mais il ne reste plus que 2 chambres d'amis, car nous avons la joie et l'honneur de recevoir le frère de Madame, qui prend une des chambres. Et donc j'ai une chambre simple que nous avons préparée pour vous, Madame Lady, excusez-moi. Et nous avons une chambre, une double, si cela ne vous dérange pas, messieurs. Écoutez, avons-nous vraiment le choix? Il y a un pub qui peut vous accueillir au village, bien sûr. Écoutez, moi ça me dérangera pas, ça ne changera pas d'habitude. J'allais dire, pas de même, je n'ai rien contre d'aller dormir au pub si vous désirez dormir ici, colonel. Si vous n'êtes pas contre partager la chambre, ça m'ira. Ah, pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé chez moi, j'ai dû avoir du lag de réseau. Je dis si vous n'êtes pas de compte partager la chambre, ça m'ira. Pas de problème. Oui, ils peuvent vous mettre un lit d'appoint dans la grande chambre, hein, si vraiment vous voulez pas dormir dans le même lit. Enfin, en tout cas, ils vous aménagent. C'est plutôt sommaire. Ah, mais c'est le même lit? Ah oui, non, c'est deux lits. N'exagérons pas tout de même, messieurs. N'exagérons pas. Ils vont amener un autre lit pour dormir. Soit. Il y a pas de salle de bain. La salle de bain est bien entendu commune. Hein. Enfin, nous sommes en 1890. Hein. Il n'y a même pas l'électricité dans la demeure. Hein. C'est à la lampe à pétrole ou la lampe à huile. Vos 2 chambres sont l'une à côté de l'autre et donnent à l'arrière de la demeure. À l'arrière de la demeure où vous pouvez voir, et vous connaissez pour ceux qui connaissent de la propriété, une colline qui s'élève sur la lande. Et en haut de cette colline, il y a le mausolée, alors le cimetière familial, le mausolée familial. Et assez étrangement, il a été positionné en haut de cette colline. Voilà ce que vous voyez. Les chambres sont propres, bien aménagées. Et Monsieur Bates reste dans le couloir en attendant que vous puissiez vous installer. Il peut vous donner de quoi vous rafraîchir, hein, une cruche d'eau qui vous permettrait de faire vos ablutions si vous le souhaitez. Excuse-moi Gauthier, si tu as cherché à nous montrer quelque chose là il y a quelques secondes, ça n'a pas fonctionné. On a toujours la chambre double. Ou alors c'est moi qui ai... Eh bien, oui, me rafraîchir un petit peu, je ne suis pas contre. Bien sûr. Avec cette chaleur, tout à fait.
Je ne serais pas contre aussi de me rafraîchir et de me changer, puisque la route a été assez longue, donc... Et puis vous avez parlé de prendre le thé, j'ai hâte. Oui. Quelqu'un frappe à ta porte, Lady Charlotte. C'est une jeune femme, une jeune fille, qui vient, je sais pas si vous la voyez. Oui. Une très jeune femme, plutôt sérieuse. Elle doit avoir la vingtaine, hein, la toute vingtaine. C'est une dame de compagnie, hein, clairement. Oui. Madame m'a demandé de me mettre à votre service pendant votre séjour. N'hésitez pas, il suffit de sonner la petite cloche, elle te montre une petite cloche sur ta table basse, et je serai à votre service. Je suis Très Connie. bien, merci. Pardon ? Je suis Connie, mais ce n'est pas grave, excusez-moi de vous avoir interrompu, Lady. Je vous en prie, mademoiselle. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous changer, vous habiller, je suis là. Hein. Je vais aller me rafraîchir et je veux bien que vous prépariez quelques affaires sur le lit le temps de me laver. Ok, bah elle va te faire ça, tranquillement. Alors, tu penses que quand je dis 20 ans, je suis peut-être même... Elle a plus la quinzaine que la vingtaine. Hein, ouais, voilà, je suis en train de me dire... dire, je vais en faire quelqu'un de plus jeune encore. De toute façon, l'image correspond. Elle a pas 20 ans, je pense. Hein. Ouais, à cette époque, c'était à 15 ans, t'étais déjà au travail. Hein. Voire avant, donc bon. Pas de problème sur l'âge. Ouais, une quinzaine d'années, un peu plus, peut-être 17 ans. C'est pas marqué sur son visage, d'un autre côté. Voilà, elle va t'aider, hein, et elle va faire ça plutôt bien. Jusqu'au moment où vous voyez qu'il sonne les 17h. En tout cas, si c'est pas 17h, vous étiez parti le matin, donc c'est pas les 17h, mais 11h, et on frappe à vos portes, gentlemen, pour vous annoncer, par la voix de Monsieur Bates, que le thé est servi. Fort bien. Parfait. Vous le suivez, si vous voulez, ou vous pouvez aller un peu plus, plus tard. Et, je vous suis, c'est pas pour mon collègue. Voilà, on vous amène dans un salon. Vraiment un très 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 beau salon. Il est bien orienté, il y a de la lumière, et surtout il est vraiment richement décoré, avec des porcelaines, des tableaux. C'est presque... Vous avez l'habitude, hein, dans la campagne anglaise, les bourgeois et les riches, les nobles aiment bien avoir de belles pièces. Et donc ce salon est magnifique. Dans ce salon, quand vous arrivez, il y a... Et vous la reconnaissez tout de suite, hein, parce que vous ne pouvez pas la louper. C'est Gertrude. Gertrude Forby. Une magnifique, très 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 belle femme. Cheveux blonds, sa peau est très très blanche, des yeux bleus, mais tristes. Il y a une tristesse dans ce regard. Elle semble, comme à son habitude, effacée, et elle vous fait un léger sourire. Vous pouvez quand même me faire... moi, je me précipite à sa main que j'embrasse affectueusement, après avoir mis les genoux à terre. Madame, carrément. C'est un plaisir de vous revoir. Tu te jettes, hein, c'est le terme. Littéralement. Quasiment à ses pieds. Et bon, vous pouvez me faire du coup les deux autres un test de psychologie avec un des bonus. Ouais. Donc, Lady Charlotte, Faut regarder ses yeux. Tu regardes ses yeux et tu te rappelles quelque chose. Tu te rappelles que il fut un temps, il y a plus d'une dizaine d'années, où le colonel Walter Talbot, ici présent, Walter, et ah oui,
ah oui, Forby, se sont disputés les faveurs d'une femme, disputés les faveurs de Gertrude Forby. Et c'est sans aucune difficulté que tu vois que les sentiments, alors je dis au sens des sentiments plutôt platoniques, sont certainement encore présents chez Gertrude au moment où elle a posé le regard sur le colonel Walter Talbot. Donc il y a ici Gertrude. Mais il n'y a pas qu'elle, quand même, je précise. Parce que tu t'es précipité vers elle. Il y a un autre homme qui a... Ton frère. Exactement. Qui a... Je sais pas si vous le voyez maintenant. Ah non, je l'ai pas vu elle non plus. Hein. Si tu l'as montré tout à l'heure, je sais pas. Alors c'est que je l'ai pas montré. Donc Gertrude Forby, une magnifique jeune dame d'une trentaine d'années. Hein. Très mignonne, ouais. Et John Melder, qui est lui un ravissant jeune homme qui a peut-être 2 ans ou 3 ans de plus que sa sœur. Donc c'est le beau-frère de Harry. Même cheveux blonds, même yeux bleus que sa sœur. Il est grand, bien charpenté, séduisant, fort. Il a le bronzage des baroudeurs. Vous voyez, il est en civil, mais toi, tu sais, colonel, que c'est un officier de cavalerie, mais qui n'est pour l'instant pas, on va dire, en service. Il n'est pas en activité. Il est athlétique, hein, on peut le dire. Et il y a, bien entendu, un troisième homme, que vous connaissez aussi, forcément, puisque il y a Harry ou Harold Forby qui est dans la pièce, que vous connaissez tous, avec sa jolie moustache, un large visage, les traits marqués, le teint finalement très rouge pour la période. Il a des cheveux châtains, il a une moustache assez fournie, et vous voyez qu'il est assis sur un canapé et qu'il y a 2 cannes qui sont à ses côtés. Et il te voit, Walter, il te voit faire ça, et il rougit fortement. Et un peu plus qu'il l'est déjà. Ouais, un peu plus, il grogne dans sa moustache. Et rentrez mes amis, rentrez. Ça fait si longtemps. Ah Charlotte, quel plaisir de te voir. Matt. Et Vraiment. Walt, ça me fait aussi plaisir de te voir. Du coup, je me relève et à distance, je m'incline. Disant Harry, ça fait longtemps. Merci de cette invitation. Dès qu'il a lâché la main de Gertrude, évidemment, je fais les salutations qui se doit. Est-ce que tu te précipites toi aussi? Non, je ne me précipite pas. Non, pas du tout. Je reste très courtois. Je commence évidemment par saluer Gertrude en premier, et puis Matt non, Matt, qu'est-ce que je raconte? Puis Harry, et après Harry, je saluerai le beau-frère de Gertrude, John. Voilà. Ouais, John te serre virilement la main, s'incline devant toi, Lady Charlotte, avec un sourire. Il essaye d'être ravageur. Avec la dent qui brille. Non, pas à ce point-là, mais presque, mais un peu plus classe. Voilà, sans être très 19e siècle, j'ai envie de dire. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez avec ça. Asseyez-vous, mes amis. Asseyez-vous. Je suis un petit peu intrigué par les 2 cannes qu'il y a sur le côté. Est-ce que elles ont quelque chose de spécial, moi qui suis admirateur de cannes? Ce sont 2 cannes à vocation médicale.
donc en métal, et donc avec quand même un pommeau en bois, et qui sont avec un bout particulièrement large pour être stable, mais qui servent, Walter, toi tu connais, hein, c'est aussi ce type de canne que tu donnes à des blessés, c'est presque des béquilles en fait. D'accord. Je suis très très content, vous dit Harry. Ça fait longtemps que mais amenez le thé et vous voyez que c'est Connie qui vient amener la jeune Connie qui vient amener un thé, mais alors ça vous paraît extrêmement frugal. Il y a en guise de thé un thé extrêmement léger, quasiment pas infusé, et quelques toasts et un peu de beurre. Alors que vous pourriez vous attendre à des scones ou autres pâtisseries anglaises, c'est extrêmement frugal. Et Connie sert chacun d'entre vous, en commençant par toi, Lady Charlotte. Merci, merci mademoiselle. Elle n'ose même pas répondre. Harry continue, vous rappelez, c'était la bonne époque, et puis il commence à parler des vieilles anecdotes de l'école, du bon temps de l'école. Une anecdote avec quasiment chacun d'entre vous, hein, des anecdotes que vous connaissez. Mais ses yeux sont de plus en plus brillants, ses joues de plus en plus rouges. Puis sa conversation, parfois, vous avez l'impression qu'il se mélange dans les souvenirs, que c'est pas vraiment de vous. Comme si la fièvre le faisait un peu, pas délirer, mais il n'était pas toujours rationnel. Et à un moment, il se tourne vers toi. Vers toi, Matt. Ça me fait plaisir parce que, tu sais, depuis le temps que je cherche... Depuis le temps que je cherche le trésor de ma famille, peut-être que tu vas m'aider. À ce moment-là, ouais. John Medler, il rigole fortement. Et tu vas nous faire aussi, tu vas nous parler du fantôme. Là, un lourd silence s'abat. En effet. Vous voyez que Harry se met à trembler, de plus en plus fort. Gertrude regarde son frère avec un regard désapprobateur. Et elle fait signe en fait à Monsieur Bates qui était dans le coin de venir. Monsieur Bates vient et aide Harry à se lever. Harry tremble de plus en plus, il prend ses cannes, mais vous voyez qu'il a du mal à se déplacer. Gertrude reprend la parole. Je suis vraiment désolé, mon mari est souffrant. Il va aller se reposer. Vraiment, je suis navré. Et elle laisse en silence son mari quitter la salle, soutenu par le majordome. Un silence de plomb est tombé dans la pièce. Moi, je vais regarder John et je vais lui dire, a priori, vous savez où taper juste. Quelle est donc cette histoire de fantôme? Il regarde sa sœur, hein, quémandant peut-être l'autorisation de parler. Et je ne suis pas sûr que ce genre d'histoire convienne à une dame du rang de Lady Charlotte. Hein. Il te regarde, Lady Charlotte, demandant aussi que tu donnes ton accord hein, pour qu'il puisse parler. Écoutez, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous parliez de fantômes, même si, pour ma part, ce sont des frivolités, enfin des choses qui n'ont pas de grands intérêts pour moi. Ah, exactement, ma lady. Exactement, répond John. C'est n'importe quoi. Ce sont des vieilles histoires. C'est comme ce trésor. Hein, Gertrude, ce trésor, ça n'existe pas. Gertrude lève la main et elle vous montre le tableau. Le tableau qui est au fond, au-dessus de la cheminée. C'est un homme qui est représenté sur ce tableau.
un peu comme celui-là, mais enfin, c'est pas exactement le même parce qu'il est il est un peu différent. Et vous voyez un homme qui est debout, accoudé. Il regarde en fait, il regarde dans un coin du tableau. C'est un personnage plutôt petit, sombre, déformé. Vous voyez que si vous vous rapprochez, les yeux emplis de souffrance. Le visage blanc comment dire, fin en lame de couteau. Un petit bouc, vous voyez pas, ça tombe bien. Et il est à côté de lui, vous voyez une chaise roulante en bois. Il est debout, hein, représenté en debout, mais il y a cette chaise roulante à côté. Il y a sur un petit bureau, que vous voyez pas là sur l'image, mais imaginez-le, un livre, un infolio, qui est ouvert. Et dans sa main, il tient une pierre verte, une pierre de la taille d'un œuf. Mais la main dissimule cette pierre qui pourrait vous laisser penser à un ou une émeraude. Et qu'est-ce que vous voyez derrière, au loin, derrière lui dans le paysage, vous voyez un serviteur. Un homme, vous avez du mal à le voir, hein, blême. Et c'est signé, la peinture est signée Christopher Lehmann. Gertrude montre le tableau. C'est le trésor de la famille Forby, c'est cette pierre. Cet homme, c'est Nicolas Forby. Le premier de la lignée. Hein. Il a vécu au début de ce siècle. Il est né à la fin du XVIIIe siècle. C'était un grand sculpteur. C'est lui, et elle montre de la main la fenêtre, qui a fait tout et qui a créé et construit et sculpté toutes ces sculptures en métal. Toutes ces sculptures. Et c'est lui qui a gagné suffisamment d'argent pour améliorer la demeure, créer le mausolée et lancer les affaires de la famille Forby. Et la légende, l'histoire de famille raconte que, avant de mourir, il aurait caché dans la maison cette grande pierre qui a vraiment la taille d'un œuf, hein, donc une émeraude de cette taille-là, vous imaginez ou pas le prix. C'est même un peu plus gros qu'un œuf. Et c'est la preuve pour Harry, mon mari, que cette pierre existe et qu'elle est cachée dans la demeure. Je dois vous avouer. Oui, ouais. Walter, oui. Pourquoi perdre son temps à chercher un maudit caillou alors qu'il a déjà le plus beau des trésors? Allez, elle rougit. Elle rougit. C'est écarlate. Hein. C'est même plus rougir. Et John te regarde avec un drôle d'air, les yeux légèrement froncés. Moi, je souris en me disant ça n'a pas changé. Il y a une tension, hein, une tension dans la pièce. Dès qu'il y a la tension, je la coupe en disant eh bien, ça ne l'explique pas l'histoire de ce fantôme. C'est John qui reprend la parole. Non, mais en fait, il semble... Enfin, moi, je ne sais pas. Hein, qu'il y a un fantôme qui rôde hein, autour de la maison. Et c'est Harry qui dit. Hein, il veut que tous les soirs, on ferme les volets. Hein. Moi, je pense que... on l'a guetté avec Harry il y a 2-3 nuits. Je pense que c'est juste un rôdeur qui en veut à notre argenterie. On l'a vu dans les fourrés derrière la roseraie près du lac et dès qu'il nous a vus avec nos lanternes, il s'est évanoui. Et c'est à ce moment-là qu'Harry a eu cet accès de fièvre cérébrale et qu'il a dit que c'était le moment de
de faire appel à des gens en qui il avait complète confiance. Et c'est pour ça que Gertrude vous a demandé de venir. Elle a fait venir le docteur Jeffries, mais qui a rien trouvé de particulier. Mais qu'avez-vous vu vraiment, alors, du coup? Ah ouais, Attends. ce que j'ai... Pardon. Oui, vas-y. Ce que j'ai vu vraiment... Allez-y, Lady, hein, sinon. Dans quelle mesure... Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Allez-y, je... Ah, ok. c'est bon. Non, ce que j'ai vu, j'ai vu une forme partir, c'est tout ce que j'ai vu. Et vous n'avez pas appelé la police pour ça? Non mais... Si vous pensez qu'il y a un rôdeur qui rôde autour de chez vous, Bah. un potentiel cambrioleur. Moi, j'ai cru comprendre que la police, c'était un peu vous. Exact, je suis inspecteur, je suis pas... Gertrude, dans quelle mesure on peut apporter... Dans quelle mesure, Gertrude, on peut apporter ou assurer une quelconque sécurité Moi, je pense, Charlotte, que ce dont a besoin je- mon je- mari, c'est de retrouver la paix de l'esprit. Le fantôme, ça n'existe pas, on est d'accord. Bien entendu. Oui, tout à fait. Et quand il a dit de vous faire venir, j'ai pensé à Mathieu, excuse-moi, Mathieu. Et puis à vous, Charlotte, parce que je sais que vous l'aviez aidé à l'époque, et que peut-être la présence de quelqu'un d'assez fort le rassurerait sur son avenir. Il faut qu'on vous le dise, les finances de la demeure ne sont pas au beau fixe. En fait, il y a Lady Charlotte qui esquisse un petit sourire, puisqu'effectivement le thé qui est présenté, en fait, l'a fait comprendre que ça pouvait être des difficultés aussi financières qu'ils avaient. Ouais, ça se dit pas, mais ça se sous-entend. Effectivement, tu donnes un regard compréhensif. Oui. Et elle rougit un peu, hein. Elle regarde un peu ses pieds. Et donc, je me suis dit avec lui que peut-être vous pourriez l'aider à la fois peut-être pour trouver ce trésor, même si je suis pas sûr que ça existe, et puis pour lui chasser ses mauvaises pensées. La dernière fois qu'il a fait cette crise, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Depuis, ça allait mieux. Enfin, je vais aller m'occuper de lui. Je vais aller lui lire un livre. Il a même plus la force de lire. Et retrouvons-nous. Ou John, peux-tu t'occuper de nous inviter? Elle se lève, fait une petite révérence devant toi, Charlotte. Te sourit, Matt, et te sourit plus largement, Walter. Quand elle passe à côté de toi, d'ailleurs, Walter, elle te sourit en touchant légèrement l'épaule et s'en va. Madame, Je me raidis. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un rôdeur autour, nous l'attraperons. Oh, Et si trésor il y a, nous le trouverons. Et dans tous les cas, j'aiderai mon ami Harry. Elle revient à toi. Je n'en doutais pas, Matt. Je n'en doute pas. C'est vraiment très 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 gentil de votre part de passer quelques jours avec nous. Je ne sais comment vous remercier. C'est nous qui vous remercions pour cette invitation, voyons, pour cette magnifique demeure et dans cette très bonne compagnie. Et nous ferons notre possible pour vous rendre service. Elle rougit une dernière fois et elle monte à l'étage, s'occuper de son mari. J'insiste un petit peu sur le vous dans la phrase, tu vois que c'est un peu plus marqué. Aïe. Et c'est là que t'en as un qui dit « T'as repéré la chambre, où est-ce qu'elle va ?» Oh, ça doit pas être très très loin de la vôtre, si vous cherchez bien. Vous vous retrouvez avec John qui boit son thé, l'air légèrement pensif. John, voyons. Ouais, vas-y. Comment allez-vous, à part cette étrange apparition? Moi, ça va plutôt bien.
Plutôt bien. Et vous-même? Écoutez, je suis libre pour la première fois depuis quelques années de mes faits et gestes. Et je pense prendre un peu de repos sur les années qui viennent. Enfin, j'espérais du moins. Maintenant, les choses vont peut-être changer. Ah, moi, j'attends qu'on me rappelle, parce que effectivement, quand on n'est pas de service, on n'a que demi-solde. Hein. Malheureusement. Malheureusement. Mais vous êtes colonel. Je ne fais pas ça pour cela, voyons. Je fais ça pour la magnificence de notre empire britannique. Ah, il te regarde. Oui, moi aussi. Et il se tourne vers toi, Lady Charlotte. Il te fait un grand sourire. Madame, Lady, est-ce que je peux vous accompagner dans le jardin pour vous montrer la magnificence du jardin en cette période? Et il a un énorme sourire. Hein. Comment ça s'appelle? Il se lisse un peu la moustache. Légèrement. Et il se recoiffe un peu l'arrière. Mais il est beau, hein. Il a pas un peigne à moustache? C'est très à la mode. Peut-être. Je me demandais, mais non, il a pas le temps. Lady Charlotte, en fait, c'est vrai que sous ses airs, en fait, de femme un peu hautaine, finalement, reste quelqu'un de très timide au fond d'elle. Je pense que c'est un peu une carapace qu'elle s'est, ou un masque en tout cas qu'elle s'est forgé entre guillemets de par son rang, mais ça a toujours été une femme en fait très timide, mais très 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 charmeuse aussi, donc ça lui plaît plutôt. Ah bah il s'approche, te tend la main. Très ravie effectivement que vous me fassiez un tour. Ouais, et puis enfin, quand il tend la main, il donne juste le point pour que tu mettes ta main dessus et que tu puisses le suivre. Le bras, enfin l'avant-bras, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que j'imaginais. Tant que c'est que le bras, ça va. C'est que le bras. Oh, il n'oserait pas, en tout cas pas devant les autres. Où est cette jeune Connie, je crois? Connie, ah bah elle est là, elle est juste là. Elle est à l'entrebâillement dans le chambranle de la porte. Là, elle est juste derrière. Il suffit que tu lui fasses un geste et elle est là. Il n'y a pas de problème. Voilà, je lève la main et pour qu'elle puisse me ramener mon ombrelle pour que je puisse sortir donc avec ce monsieur John. Elle te trouve une ombrelle et alors tu sais, Lady Charlotte, que la convenance veut que vous soyez accompagnés et Matt Walter, vous savez aussi que la laisser aller toute seule serait presque inconvenant. Tu veux dire on peut pas les laisser tous les deux, c'est ça? Mais vous pouvez, je dis pas que vous pouvez pas, je dis ça serait inconvenant. C'est-à-dire que ça serait presque... Du coup, je regarde Matt. Ou sous-entendre que, voilà. Ah, tu peux y aller si tu veux. Je regarde Matt, je dis, moi, je comptais prendre mon thé, personnellement. Et moi, je comptais examiner le tableau d'un peu plus près. Même John Medler se retourne vers vous, semblant attendre de voir, mais si vous venez pas, il s'en va. Hein. Non, mais du coup, je vais laisser notre ami faire ce qu'il voulait et je vais les suivre de loin. Après tout, je dois bien cela à John. Ouais. Bon, vous... Allez-y, je vous rejoins après. Donc Matt, toi tu regardes le tableau, ok. Et les deux autres, vous suivez John qui va tout simplement vous faire le tour du propriétaire. Hein. Il va aller dehors. Vous très vite vous rendez compte que c'est pas un homme très subtil. Hein. Il a un premier abord plutôt poli, mais son éducation est plutôt limitée. C'est un vrai soldat. Toi, tu en as vu, Walter, tu en as vu des dizaines, hein, comme lui, enfin, pas mal. Des hommes forts, qui obéissent aux ordres, mais qui sont pas extrêmement subtils. Il est pas fut-fut. Ouais.
sais pas si c'est de l'intelligence ou plutôt ouais, le manque d'étiquette ou de subtilité. Alors bon, s'il pose une question, il pose une question. Ça manque de. Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être un manque d'éducation. C'est ça, voilà, un manque d'éducation. Et c'est donc probablement la raison pour laquelle il est toujours aussi bas en termes de grade. C'est possible. Et Le pire, bim. c'est que c'est possible, effectivement. Excusez-moi. Reprenons. Allez hop, bam, ça c'est pour c'est pour eux. Enfin, c'est pour c'est pour les manques d'éducation, les sous-officiers. Et il vous fait faire le tour. Il y a la roseraie, le jardin. Vous passez près de l'écurie, vous voyez qu'il y a 2 chevaux et puis il y a deux énormes molosses, 2 chiens de garde, qui dès que vous apparaissez, ils montrent les dents. Ils montrent les dents et tirent sur leur corde, sur leur laisse. Ils sont accrochés près de l'écurie. Et il y a un homme près de l'écurie qui vous pouvez, si vous voulez, approcher. C'est clairement un palefrenier ou en tout cas un homme de service. Il ressemble à ça. On est d'accord que c'est des chiens de garde, pas des chiens de chasse. Ce sont des chiens de garde, exactement. J'ai dit quoi? J'ai dit chasse? Non, non, c'est juste... j'ai pas dit. Je surprécise pour savoir la race. Ouais. Je dis des molosses, mais du coup, c'est des... Ouais, oui, c'est vraiment des chiens pitbulls ou des trucs comme ça, quoi. Alors ça peut peut-être servir à la chasse, ça peut être multi-usage. Mais ils ont l'air plutôt là pour garder la maisonnée. Voilà. Ok. En tout cas, c'est pas des chiens de chasse de race, quoi. De race, voilà. D'accord. Il vous salue de loin, et si vous vous approchez pas, il s'approchera pas de vous, bien entendu. Et John, qui est-ce John était en train de raconter une anecdote à Lady Charlotte quand tu l'interromps comme ça, il s'arrête au milieu. C'était pas du tout drôle, Charlotte, mais il est quand même beau. Il est quand même beau. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la classe pour être beau. C'est Fred, le vieux Fred, homme à tout faire, palefrenier. Écoutez, si ça ne vous dérange pas de s'arrêter quelques secondes pour lui parler. Non, mais je vais finir mon anecdote auprès de Lady Charlotte. Allez-y, j'en étais où exactement d'ailleurs? Tu t'approches. Je ne sais plus. Ah oui, alors non, c'était pas du tout intéressant. Recommencer depuis le début. Recommencer depuis le début. Tu t'approches de cet homme qui il est en train de s'occuper dans l'écurie. Il te voit approcher, il referme son gilet. Il est transpirant, il fait très très chaud. Il te salue sans vraiment te parler. Il incline la tête. Bien le bonjour. Salut monsieur. Excusez-moi, je m'absente 2-3 minutes, je reviens tout de suite. J'ai cru comprendre que vous étiez responsable de l'endroit. Responsable, c'est un bien grand mot. Vous avez l'air sacrément occupé. Ouais, effectivement. J'ai une petite question pour vous. On m'a parlé d'intrusion récente. Vous êtes au courant? Oh, là... Non, moi j'ai rien vu, rien entendu. Comme vous avez de sacrément belles bêtes, et je me tourne vers les chiens. Oh oui, c'est Mike et Peter. Mike et Peter. Ouais. C'est un homme qui... Pardon? Il fuit le regard, cet homme-là, Quoi, si tu t'approches, il est extrêmement mal à l'aise. Enfin, il est fuyant du regard, c'est-à-dire... Ouais, il est mal à l'aise de votre présence. Après, est-ce que c'est parce que c'est votre rang? C'est une autre question. Oui, c'est ça que je me posais comme question, si c'était lié à mon statut ou est-ce que c'était à notre présence. Voilà. Fais-moi un test de psychologie, ouais. Psychologie, ça peut...
Hop. Alors, attends, hop. Ah, c'est bon là. Bon, non, tu sais pas trop. Tu sais pas trop à quoi ça peut être. À quoi ça peut être dû. Hmm. Non. Pas évident. Donc non, tu sais pas trop s'il est mal à l'aise de ta présence ou s'il est mal à l'aise pour d'autres raisons. Mais toi, Walter, tu peux aussi. Est-ce qu'il est plus mal à l'aise avec elle qu'avec moi? Ah, il est déjà il est un peu plus mal à l'aise, effectivement. Non, oui, mais je veux dire, est-ce que ça accentue le même malaise ou est-ce que c'est un malaise différent? Fais-moi un test de psychologie, ouais. Fais-moi ça, on va voir. Alors. Ah ouais, vous êtes tous les deux de fin. De fin limier. De fin limier. Non, tu sais pas trop. Il est mal à l'aise de quelque chose ou de vous. En même temps, avec ma compétence, je m'attendais pas à non plus découvrir son nom, son prénom, sa famille. Ouais, et c'est exactement, c'est à peu près ce que tu te dis. Tu te dis que bon, on t'a pas appris la psychologie du bas bas étage. peuple, de bas étage, du bas peuple. Mais par contre, Le trottoir, comme on dit. Tu sais commander, ça c'est une chose, et c'est important. Ah, oui. Il repart, il continue il repart, il va qu'à ses occupations, alors vous repartez avec John, et pendant ce temps, est-ce que Matt est revenu? Non. C'est pas donc que je fait vais, Matt. Non, je vais finir votre tour du pâté de maison, j'ai envie de dire. Vous passez à côté du lac, des roseries. Alors je vous ai dit, il y a plein de statues. Hein. Il y a des statues, mais elles sont abîmées par le temps. Hein. Forcément rouillées pour certaines, abîmées pour d'autres. Par exemple, il y a un des bras de la déesse Déméter qui est tombé. Il y a l'histoire mythologique, il y a une hydre qui est représentée. Il y a une des têtes de l'hydre qui manque à moitié. Voilà les différents types de statues que vous pouvez voir. Et puis vous revenez après une bonne heure de visite. Vous revenez jusqu'à la demeure. Je dois m'excuser, Lady, car j'ai une affaire pressante qui m'attend à Londres, mais je serai de retour demain si vous êtes encore là. Et il s'incline devant toi, Lady Charlotte. A priori, oui, je serai toujours dans la Ah, ça me fait extrêmement plaisir. Nous aurons l'occasion de déjeuner donc ensemble demain, voire de dîner, voire de passer la soirée ensemble à jouer aux cartes, par exemple. Ah oui. Et il regarde ta main avec ton alliance et il s'en va. Vas-y, tu peux lui parler, bien sûr. Il disparaît dans sur la fin. Ah, je disais que il regarde ta main gauche et ton alliance et il te salue rapidement. Il rejoint sa chambre pour se préparer. En gros, il est déçu, quoi. Et non, il connaissait depuis le début l'état marital de la dame, quand même. L'état marital, j'aime bien. Je valide. Tu valides? Disparu perdu définitivement. J'aurais bien aimé le faire en parallèle, mais c'est pas grave. Mais quand vous... C'est parce que en fait, il est bloqué dans le tableau. Peut-être. C'est ça, il est rentré dans le tableau. Qui sait? Donc ils sont partis depuis quelques minutes quand tu te mets, Mathieu, à regarder le tableau. Tu vas passer du temps, beaucoup de temps, et tu ne trouves pas plus que ça, en fait. Que la description de tout à l'heure. Ouais. Ok. Bon. Mais tu as passé du temps, hein. Suffisamment pour être sûr de toi, sur ce que peut représenter ce tableau, ce portrait, hein, ce portrait. Et autre chose que la représentation du tableau elle-même, de quoi qu'elle est, la manière dont il a été fait, est-ce que
Est-ce qu'on peut estimer la toile si elle date depuis longtemps ou pas? Elle a une... Bon, dans les 50 ans peut-être, mais t'es pas un expert. Non. Non, Après, ma question, c'est est-ce que tu le touches, ce tableau, hein? Parce que là, tu m'as dit, tu le regardes. Oui, bah je frôle un peu. Je vais pas Tu le l'abîmer ou frôles. Oh, bah, si tu le frôles, ça sert pas à grand-chose, mais... Forcément. Si tu me dis si tu le touches plus que frôler. C'est important. On m'a donné une idée à l'instant. Non, je ne cherche pas à le toucher plus que ça. Ok. C'est pas le... Il n'y a pas de raison que je le fasse. Bah, tu vois qu'en plus l'encadrement est lourd, hein. Doré, décoré. Mhm. Ouais. Non, bah, j'analyse alors après bah, le reste de la pièce. Par simple curiosité, sans maintenant être... comment dire sans être impoli en vue des habitants. Ouais, bah tu regardes... Ouais, si tu examines sans vraiment fouiller en mettant tout par terre, tu trouveras rien de particulier. Hein. Non, alors non. Rien de particulier dans cette pièce-là. Ça t'a pris du temps. Ouais. Bon, je vais te laisser quand même faire un test de chance. Vas-y, parce que après tout, tu as examiné. La chance est toujours une possibilité. Qui sait. Ok. Donc, bah, tu quittes la pièce sans avoir rien trouvé de particulier. Tu croises tes compagnons qui reviennent. Tu entends juste un bout de conversation où tu comprends que John doit vous quitter parce qu'il a une affaire à Londres et qu'il reviendra le lendemain. C'est pas trop tôt. Ah, déjà. Tiens donc, ok. Déjà, ouais, tu sais pas s'il est là depuis longtemps, mais je parle du frère hein, de Gertrude. Ouais, j'avais compris. Et il monte et 20 minutes après, vous voyez descendre avec un sac et puis partir. Il va à pied, hein, carrément. Après tout, c'est pas très loin, c'est 2-3 km. Oui, c'est ça. De toute façon, il sera revenu ce soir. À Londres, non, parce que il vous dit qu'il reviendra demain en tout cas. D'accord. Tu sais pas combien il y a de trains dans la journée. Pas de souci. Tu dois pas y en avoir 50. Donc voilà, vous êtes tranquillement tous revenus. On s'occupe plus vraiment de vous. Vous savez, bah en fait il y a Connie qui est pas loin, Bates s'il y a besoin. Que vous savez c'est qu'il y a le hall d'entrée, la salle à manger de l'autre côté du hall d'entrée, le salon. Derrière c'est au rez-de-chaussée, hein, c'est les demeures réservées aux domestiques, hein, enfin les logements réservés aux domestiques. Et à l'étage, bah, vous avez la chambre du maître de maison, la chambre de l'épouse, bien entendu. Certainement la chambre de Georges, l'enfant, mais vous l'avez toujours pas vu. Vos chambres, et vous avez vu en passant qu'il y avait une bibliothèque à l'étage. Une salle de jeu avec un billard et une table pour faire de jeu aux cartes. Cette salle de jeu est juste à côté de la chambre d'amis où loge actuellement John Medler. Enfin, du coup, il y loge plus. Je remarque juste qu'il est parti pour la nuit et qu'on aurait pu profiter chacun d'une chambre, du coup. Il y a ses affaires dedans. Oui, bien compris, mais je n'avais pas souhaité. Tu le dis assez fort pour que quelqu'un l'entende ou pas? Une autre question. Ouais, je le dis assez fort pour que quelqu'un entende. Il y a Bates qui est là, Monsieur Bates, qui et puis il fait comme s'il n'avait pas entendu. C'est bien, c'est un bon majordome. C'est ça. Je les ai rejoints depuis. Oui, Oui. vous êtes croisés dans le hall d'entrée après ton investigation. Ils sont là. Il fait très très chaud hein, dehors. Un temps à aller faire une sieste et pas trop sortir. Je le fais remarquer quand même en lui disant bonne déduction.
Que souhaitez-vous faire cet après-midi? Ma foi, on peut déjà aller voir peut-être Harry, s'il est disponible. Et comment tu vas surtout? Enfin, C'est ça. C'est pour ça que je dis s'il est disponible. Bah, vous montez à l'étage. si sa femme nous autorise. Oui, vous arrivez, la chambre d'Harry est fermée, mais si vous frappez, il y a Gertrude qui sort, il est en train de dormir. Je lui ai donné le calmant que le docteur lui a prescrit. Il va certainement dormir une bonne partie de l'après-midi. Je vous remercie vraiment d'être venu. Je dois aller jusqu'au village, faire voir le docteur et je reviendrai dans l'après-midi. Et à tout à l'heure, Walter, colonel. À tout Colonel à l'heure, Walter Talbot. Gertrude. Elle fait pas de clin d'œil. Moi, je m'incline quand même. Tu t'inclines bien bas. Bien bas, tout à fait. Donc, vous ouvrez la si chambre je comprends fermée. bien, Il dort. si je comprends bien, cher Matt, nous sommes livrés à nous-mêmes pour cet après-midi. Visiblement, oui. Avez-vous Peut-être appris- devrait. Oui, Pardon, vas-y, je vous en prie. Avez-vous appris quelque chose d'utile dans les jardins? Bah écoutez, à part la validité de notre très cher John, je n'ai croisé qu'un employé qui s'occupe du chenil et des animaux. Mais il n'a pas été très communicant, même peut-être un peu apeuré par notre présence. Aurait-il vu ce fameux rôdeur? Alors malheureusement non, je lui ai posé la question s'il était au fait de vous avez bien personnes qui avaient visité la maison, enfin l'hectare, ou plus, je ne sais pas. Mais non, il m'a répondu que il n'avait croisé personne. Bien. Et vous, votre Il avait enquête le regard fuyant, l'impression que... Pardon. Non, allez-y, je vous en prie, Lady. Il avait le regard fuyant, l'impression vraiment qu'il était mal à l'aise, mais on n'a pas su déterminer si c'était notre présence qui le gênait ou si c'était parce qu'on est daigné lui parler. Était-il jeune? Pour le coup, non, malheureusement pour lui. Je demande, puisque si nous cherchons des informations à propos du grand-père de Harry, il faudrait peut-être chercher auprès de personnes âgées. S'il s'avère que cette personne est âgée, il l'a peut-être connue. Je vous remarque que vous êtes déjà sur l'affaire. Oh, je ne perds pas, je ne perds pas mon temps. Eh ben, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être le voir à votre tour dans la cour. Il s'occupe, comme je disais, des animaux. J'irai le voir en temps voulu. En attendant, si vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire ici au manoir, sachant qu'on ne peut pas déranger Harry. Peut-être que voudriez-vous examiner le tableau avec moi. Je n'ai pas eu beaucoup de chance en l'examinant. Je n'ai rien vu de concret. Mais 6 yeux valent mieux que 2. Écoutez, je n'ai aucune acquaintance avec l'art, mais Lady ici présente s'y connaît sans doute mieux. Ou l'art de la danse, oui. L'art, les peintures, moins. Mais on peut aller effectivement regarder.
Bien, allons-y. Vous redescendez au rez-de-chaussée, retournez au salon, le tableau est toujours là. Il n'a pas changé en plus, toujours le même. Et va, bah vous on est mettez sauvés. Lady Charlotte, Walter, vous mettez à regarder avec attention ce tableau. Est-ce que vous le touchez? Le cadre, pas la peinture. Tu touches le cadre? Moi, je le touche pas, mais je me mets. En fait, je bouge de sorte. Parce que, encore une fois, Lady Charlotte donne une impression d'être sûre d'elle, etc. Mais en fait, quand ils ont parlé de fantôme, elle n'était pas. Ça l'a gênée, en fait. C'est quelque chose, en fait, qui lui fait peur. Et en fait, je voudrais voir si, en bougeant, le regard de Nicolas, je crois que c'est ça, Nicolas, son Oui, nom. Nicolas Forby, ouais. Nicolas Ouais. Forbier, bouge, en fait. Ah, pas mal. Vous voyez, comme dans Tu- certains tableaux où, Ouais, comme où Mona en Lisa fonction qui pourrait te dans l'endroit suivre. où Comme dans le film de Ghostbusters. Tu fais ça plusieurs fois. Non, le regard de Nicolas est fixe sur un endroit du tableau. Non, ses yeux ou la peinture n'est pas assez habile pour te donner l'illusion que cela te suit. Ça te rassure d'ailleurs. En Ça me calquant le tableau, en calquant l'image du tableau par rapport à la demeure, on s'est situé où est-ce qu'il a été peint et en même temps regarde la direction où regarde Nicolas. Est-ce qu'on sait le situer physiquement à l'extérieur? Si jamais C'est on arrive à calquer. Oh, c'est pas évident. Tu penses que c'est peut-être dans la bibliothèque, même si t'as pas bien vu la bibliothèque. Mais par où il regarde, un morceau de la bibliothèque, une fenêtre, c'est pas dans le cadre, donc tu vois pas. Faudra demander où est-ce qu'il a été peint. Voilà. Walter, toi tu touches le cadre. C'est ça que tu m'as dit. Oui, je regarde la finesse, si c'est du bois dur, de qualité, recouvert de pailletés d'or, enfin, voilà. Au moment où tu le touches, tu te rends compte qu'en fait que ce n'est pas du bois, mais c'est du bronze. Et ça a été sculpté. Ah oui, donc c'est qualitatif pour le Ah, c'est de qualité. Et donc tu le regardes avec attention. Et tu le touches, parce que tu m'as dit que tu le touchais. Et à un moment donné, Enfin, en pas la touchant- peinture, hein, je crois, je précise. Ouais, pas la peinture, mais sur Ne le... touche pas la peinture, c'est pas bien. Non, ne touche pas, ça l'abîme. Mais sur le cadre, à un moment donné, tu sens sous tes doigts, sous la palme de tes doigts, tu sens quelque chose, une inscription. Ok, fort intéressant. Tu regardes avec attention et tu vois, alors c'est pas dissimulé, hein, c'est pas... Je pense que beaucoup de personnes ont dû déjà le voir puisque c'est sur le cadre, mais vraiment sur le côté, tu peux pas le voir en regardant. Il faut vraiment le toucher pour voir sur le côté, il y a cette inscription. Il y a écrit cette phrase. Un chien de fer aux yeux de feu lance des étincelles dans le bosquet d'Apollon. Un chien de fer aux yeux de feu lance des étincelles dans le bosquet d'Apollon. Alors, ceux qui ont un peu d'occultisme peuvent me faire un test d'occultisme. L'occulte, c'est tabou, voyons. Ouais. Bon, bah... Oh là là. Oh là là. Oh, je suis étonné d'avoir fait si peu. Ouais, non, c'est pas mal. Donc, ce que vous savez, c'est que Apollon, ça vous le savez, hein, c'est la culture de base, le dieu grec des poètes, des érudits. Et, mais voilà, c'est à peu près tout ce que vous sachez, tout ce que ça peut vous dire. Puis le chien, la notion de chien de fer, ça vous dit pas grand-chose. Bah, si ça parle d'Apollon, on peut en déduire que c'est probablement une question d'antiquité. Exactement.
Et on peut pas faire le lien avec les autres dieux, Zeus, l'éclair, les Héphaïstos avec ses chiens. Ou des trucs de ce genre. Oula. Non. Bah tu peux toi, bien Non. entendu, les faire si tu veux. Voilà ce que vous avez trouvé comme inscription. Est-ce que lorsqu'on s'est promené dans le jardin, on a pu voir une sculpture ressemblant à Apollon, puisqu'il y avait différentes sculptures de mythologiques en fait à l'extérieur. Et est-ce que ce ferait éventuellement référence à un endroit là-bas Est-ce qu'il y aurait un Apollon finalement? Ça c'est un peu. Tu te rappelles qu'il y avait une statue, une statue d'Apollon, effectivement, dans le jardin. Du coup, je regarde mes amis et je leur dis, puisqu'on parlait entre guillemets d'un trésor familial et que nous avons cette inscription sur le tableau du feu arrière-grand-père de notre ami, peut-être fait-il référence à une statue qui serait dans le jardin par cette phrase? Bon, bien entendu, je leur ai référé la phrase. Hein. Mais oui, en effet, et c'est probablement une énigme maintenant. Un trésor, ne soyons pas si concentrés là-dessus. Je pense qu'il s'agit tout simplement des délires d'un ancien grand-père, enfin de... Voilà. Nous attendons pas à trouver des folies. Je sais que tu as une certaine rivalité avec Harry, mais il reste néanmoins notre ami. Je ne dis pas ça pour ça. Je pense qu'il ferait mieux de s'inquiéter pour sa santé que de chercher ce rubis. Nous sommes d'accord, mais toute piste est bonne à prendre et je pense que... Je pense que... Pardon. je pense que jeter un œil dans le jardin ne serait pas une mauvaise chose. Allons-y alors. Mais juste avant, essayons de voir l'emplacement, si l'emplacement correspond. Parce que sur le tableau, il y a cette statue. Il y a bien une statue. Hein. Le pied de statue, quoi. Ouais, plus ou moins, ouais. Une des sculptures, mais tu sais, ça a pas l'air de représenter Apollon. Ah bon, non, parce que moi je vois le pied, mais je pensais pas que c'était... Et en plus, ça représente pas exactement... c'est une mauvaise image. Parce que... c'est pas exactement. C'est pas... Parce que là, tu vois, il y a pas de chaise roulante à côté. Oh, oui, ça, il y a pas l'œuf dedans. Mais oui, t'as une statue, il y a pas de problème. Bien sûr, il y a une statue. Mais c'est pas... T'avais pas parlé aussi d'un livre dans la description que tu avais donné? Il y a un livre qui est posé sur une petite table, et puis il y a un homme qui est derrière. À l'extérieur. Et est-ce que ce livre est facilement visuellement reconnaissable dans le sens où si on devait le voir physiquement, on saurait que c'est celui-là? Ouais. Oui. Bah Parce oui. que ça vaudrait le coup si jeter un œil à la bibliothèque alors. La bibliothèque. Effectivement, tu penses que c'est un livre comme un autre, hein, il faut comme un autre, mais tu pourrais le reconnaître. Oui, voilà. Si je devais le voir physiquement, je le reconnaîtrais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Commencerons peut-être par la bibliothèque alors. Alors, vous montez à la bibliothèque. Si vous préférez la bibliothèque en premier, alors... Ah, c'est en haut la bibliothèque. Ah bah non. Exactement. Oui, enfin, après c'est pas très loin, hein, les distances, hein, vous inquiétez pas. Ça va pas vous fatiguer plus que ça de monter un étage. Ah ouais, 6 mois de marche pour aller à la bibliothèque. Tu vois, c'est pas non plus... Il n'y a pas de problème. Vous y êtes en quelques minutes. Vous rentrez dans la bibliothèque. Oh, j'aime bien cette petite bibliothèque. Ouais, c'est cool. Il y a même un petit piano. Ouais.
Donc la bibliothèque, c'est une belle bibliothèque, c'est le moins qu'on puisse dire. Une bibliothèque familiale. Et en fait, il va falloir que vous me... Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez chercher? Bah, le livre, de ce que j'ai compris. Oula, ça, il y en a des dizaines de livres. Les livres, Bon. vous avez sur tous les murs des livres. Il y a des niches, il y a même un escabeau pour pouvoir monter à l'étage, pour aller chercher les livres en hauteur. Ouais, il y a des tableaux, une lampe à pétrole munie d'un abat-jour qui pourrait vous permettre de continuer à lire la nuit. Et puis Alors, une lampe à pétrole dans une bibliothèque, c'est... Bah ouais, il n'y a pas l'électricité, hein. Il y a même une cheminée, hein, tu sais. C'est comme ça, c'est qu'on prend des risques. Et il y a un bureau, et tiens, c'est étonnant, parce que c'est le même bureau que sur la peinture. Où il y avait posé l'infolio. Et ça donne où cette bibliothèque? La bibliothèque, elle donne du côté de la roseraie. Voilà, vous avez une belle vue sur la roseraie. Il y a ces ifs, ces arbres ifs, autres lauriers qui couvrent un peu, qui montent du sol et qui couvrent un peu la fenêtre. Mais vous pouvez voir la roseraie depuis cette bibliothèque. Donc vous cherchez l'infolio, c'est ça? Enfin le livre. On va faire un fameux jet de bibliothèque. Le fameux, c'est trouver objet caché. Ah mais vous êtes dans une bibliothèque. Alors c'est plutôt une bibliothèque. C'est l'art de la bibliothécation, si je puis me permettre. Oui, non, mais t'as raison. Non, mais c'était pour le fameux que je disais ça. Ouais. Mathieu, ta compétence est grande. Ouais, si on veut. Hop. Ok. Non. Et le dernier. Il me reste Walter qui n'a pas. Ah oui, bibliothèque. Donc vous cherchez, et donc ça va. En fait, vous allez trouver, hein, bien entendu. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Vous passez une partie, toute l'après-midi en fait, hein, à chercher. Et au bout d'un moment, vous êtes arrivé finalement à classer la bibliothèque. Donc vous avez une partie de la bibliothèque accumulée par 3 générations de collectionneurs. Hein, donc il y a ceux de Nicholas Forby, qui concernent plutôt les classiques, l'histoire de l'architecture, l'art, la sculpture, bien entendu. Vous trouvez que ces ouvrages, c'est des ouvrages plutôt classiques, mais qui révèlent un intérêt plutôt malsain pour les croyances occultes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Particulièrement ceux qui étaient ces fameux auteurs ou philosophes particulièrement fascinés par la mort et la résurrection. Il y a même bien entendu les Dante, des ouvrages un peu plus anciens. La deuxième génération, et vous trouvez finalement dans la bibliothèque qui c'est le fils de Nicholas Forby, Aleister Forby, donc le père de Harold, hein, de Harry. Et cette partie de la bibliothèque est plutôt orientée vers l'histoire anglaise, les progrès, la réflexion morale. Et il a la troisième partie, c'est la collection plutôt de Harold, votre ami. Là, on est sur des romans. Il aime bien les trilogies, les traités de fiction, il aime bien les traités sur la pêche, la chasse et la pêche, et la tradition. Et vous y trouvez des ouvrages du type... Le Château d'Otrante, Frankenstein ou le Prométhée moderne, Le Diable dans la bouteille, L'étrange cas du Dr Jekyll and de Mr Hyde. Ce genre de fiction, autre conte. Ils ont été rangés en hauteur, assez haut, tous ces ouvrages.
Et vous trouvez, cet après-midi-là, ce que vous allez trouver, c'est deux choses. La première, c'est l'infolio qui était sur la table. Vous en trouvez. Vous trouvez le même format. Mais il n'y en a pas un, il y en a 12. 12 gros volumes de grande taille. Ça semble couvrir les périodes la vie de Nicholas Forby. Une espèce de journal intime, c'est pas vraiment un journal intime parce qu'il le partage. Et puis 12 volumes, c'est un sacré journal intime. Ouais, il y a du taf. Puis c'est des gros ouvrages. Vous trouvez aussi la généalogie, en tout cas le fait que Nicholas Forby est né en 1785, il est mort en 1852. Que son fils était Alistair Forby, né en 1836 et mort en 1864. Et Harold Forby, qui est lui né en 1860. Il a 30 ans. George Forby, 1881. Donc c'est son fils que vous n'avez toujours pas vu, qui doit traîner dans la maison. Qui a 9 ans. Donc vous avez trié ça, vous avez trouvé les 12 volumes. Ils commencent en 1799. C'est les plus anciens. Il y a trois périodes. Hein. Il y a la période 1799-1827. Il y a la période 1827-1835. Et il y a ensuite la période 1836-1852, date de sa mort. Voilà ce que vous avez pu trouver. Alors il y a beaucoup d'ouvrages, ça vous a permis de voir ça en cet après-midi, alors que le soir tombe sur la campagne anglaise. On vous invite pour le dîner, et quand vous arrivez pour le dîner, vous vous rendez compte que vous ne mangez qu'avec Gertrude, puisque son mari est toujours alité. Et vous mangez un repas plutôt, j'allais pas dire sommaire et ni rudimentaire, mais plutôt léger. Hein, c'est pas les poulardes à l'extrême et énormément de plats. Il y a que 3 plats. C'est plutôt léger et c'est plutôt bon. De toute façon, ça change des rations. Ça change des rations. On peut le dire. Ouais. Vous parlez de choses et d'autres, bien sûr. Vous pouvez aborder tous les sujets si vous le souhaitez. À un moment donné, vous entendez au milieu du repas une cloche à l'étage et Gertrude se lève et elle court à l'étage. Vous entendez des cris à l'étage, enfin des cris. Quelqu'un qui parle fort, qui semble la gronder. Et vous voyez que le majordome qui est là, Connie, et puis une femme que vous n'aviez pas encore vue. Mais que vous allez voir ou pas, parce que j'arrive pas à... Ça tombe bien, je comptais lui demander comment elle allait et comment ça se passait pour elle. Je crois que je viens d'avoir la réponse. C'est pas le mieux du monde. Vous voyez d'ailleurs une femme, vous l'aviez toujours pas vue, c'est la femme de Bates, Betty Bates, la femme du majordome. Et donc ils se mettent tous les trois à fermer toutes les fenêtres et tous les volets. Même sourire que lui, donc. Exactement. Voilà. Et ils ferment ça alors qu'il y avait un petit courant d'air et que la chaleur de la journée allait être chassée par la fraîcheur de la nuit. Et vous entendez à l'étage, à l'étage, vous entendez. Tu vas vers qui? Pardon. Vers Monsieur Bates, et je vais lui dire nous pouvons tout de même sortir ou nous sommes cantonnés oui, à monsieur, la maison? c'est Monsieur Harold, Monsieur Forby qui il veut qu'on ferme tout. Il a peur de ce qui pourrait rentrer. D'accord. Il se sent pas en sécurité. Et vous entendez à l'étage, c'est Harry qui il humilie complètement sa femme. Il la traite de tous les noms. Et vous la voyez descendre, les yeux humides, la larme à l'œil.
Ouais, faut pas lui en vouloir, faut pas lui en vouloir. Vraiment, il a peur que quelqu'un vienne. Moi, je vais durcir le ton. Je vais dire, c'est parfaitement inacceptable que notre hôte se comporte ainsi en présence d'invités de marque. Elle s'approche de toi. Walter, s'il te plaît, c'est pas sa faute, faut le comprendre. Et elle se tourne vers vous tous les deux, Lady et Matt. Et Charlotte, vous savez, la maladie, la douleur, le mal de tête, la fièvre, ça le fait. Il est pas toujours comme ça. Hein. Il n'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce que vous a dit le docteur Le docteur. En fait, je pose ma main sur son bras pour un signe amical, en fait. Et puis, je lui demande effectivement, qu'est-ce qui vous a... Quand vous êtes allé voir le docteur cet après-midi, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Ouais, le docteur, il m'a redonné des gouttes pour qu'il puisse dormir. Mais le docteur, c'est un homme d'expérience. Hein. On l'aime bien, c'est le médecin de la famille depuis des années. Hein. Il a soigné mon petit George plusieurs fois, et puis il a soigné aussi Alistair à l'époque, le père de Harry. Ça fait plus de 40 ans qu'il pratique dans la région. C'est un homme en qui j'ai complètement confiance, et il me le dit. Il me dit que ça passera avec le temps. Il faut juste qu'il se repose et que ses soucis passent. C'est ce que dit le docteur Jeffries. Je me permets, vous avez parlé de George, mais nous ne l'avons pas encore croisé, moi qui... Oh, George est légèrement grippé. Et on lui a demandé de rester au lit. Eh bien, vous lui passerez les salutations, et j'espère que ça va s'arranger. Ça ira peut-être mieux. Connie, va chercher George. Et quelques minutes après... Non, ne le dérangez pas. C'est vrai qu'il s'est pas présenté à vous. C'est pas très poli. S'il est malade, la jeunesse... On va le laisser tout seul, en quarantaine. Après tout. Du coup, Connie va pas la chercher. La nuit est tombée et vous pouvez vous retrouver un peu seul, comme l'après-midi. Vous pouvez encore rester un peu à la bibliothèque ou profiter de la salle de jeu, des jeux de cartes. Oui. Bien sûr. Ou faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas enfermé, hein, vous pouvez bien sûr sortir. Moi je vais prendre l'air parce que ils ont tout fermé. Vous allez tous les deux prendre l'air et vous vous rendez compte. Je vais proposer à Lady quand même aussi. Bien sûr, Charlotte, tu peux descendre prendre l'air. Souhaite. Je descends avec vous. Vous vous retrouvez dehors. Tout de suite quand vous sortez, il fait beaucoup plus doux. Un vent agréable. Mais alors c'est pas du tout comme à Londres. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de lune ce soir-là. C'est la nuit noire et profonde. Prends une lampe à huile avec alors. Vous pouvez prendre une lampe, bien entendu, à huile ou à pétrole, qui vous permet de faire le tour. Vous passez au milieu de ces statues, c'est assez fantomatique. J'utilise ce terme-là, mais plutôt étrange de voir à la fois ces statues en bronze, et puis certaines sont abîmées, les roses. Vous faites le tour, vous voyez l'étang, les deux chiens sont là, ils grognent quand vous approchez, hein, ils grognent et ils aboient. Et d'ailleurs, il y a le vieil homme que vous aviez croisé, hein, c'est-à-dire Fred, le palefrenier, qui sort en fait d'une petite maisonnette à côté quand il entend les chiens aboyer et il vous voit. Je fais un signe de la main. Et puis il intime l'ordre à ces deux molosses de se coucher. Et vous pouvez passer. De toute façon, ils sont accrochés. Hein. Vous pouvez passer sans problème. Voilà, vous faites une petite balade. Vous faites quelque chose de particulier pendant la balade? Vous montez au cimetière, au mausolée ou... Non, je rigole. Oui, on fait un rituel. Sacrificiel. Sacrificiel, c'est ça. Je crois que c'était les statuettes qui nous intéressaient particulièrement. Oui, parce qu'on parlait c'est vrai. de la statue d'Apollon.
Et ben vous allez la trouver très vite en fait, puisque tu l'avais toi repéré à Charlotte la journée. Et elle est abîmée, corrodée par le temps et la pluie, les intempéries. Apollon est là et il est représenté dans son plus simple appareil, comme les dieux romains et grecs. Et tu regardes? Je regarde longuement. Tu regardes longuement, tu vois que il est extrêmement bien représenté, extrêmement précis, les traits sont précis. Il est couronné de cette éternelle couronne de laurier que Apollon porte. Mais voilà, rien. C'est une statue, quoi. Une statue. C'était un dieu grec. Souvent Apollon, quand il est représenté, il a un bras. Enfin, son drap. Il a un bras levé avec son drapé. Il est. Attends, je vais te trouver un Apollon magnifique en bronze. Parce que Alors, il peut avoir des chaussures magiques aussi. Il a c'est vrai, hein, effectivement, il a plein de choses. Il a un arc, parce qu'Apollon c'est la chasse, si mes souvenirs sont bons. Il a les courriers. Ouais, les courriers, les messages. Donc c'est pour ça qu'il a des chaussures avec des petites ailettes. Normalement, c'est Artémis, je crois, la chasse, et Apollon. Alors ça. Ah, t'as raison, c'est peut-être Artémis, ouais. Ouais. Le bras avec son drapé comme ça. Je vais en prendre un qui est un beau comme j'aime. Voilà, il est mieux. Celui d'avant, j'aimais pas trop. Voilà, ça y est. Voilà. Il est souvent nu, on est d'accord. Hein. Ah bah il est souvent dans le plus simple appareil. C'est tout l'intérêt. Voilà. Mais après il peut. Donc, il va ressembler à celui que je vous ai mis là à l'instant. Ouais, j'allais dire l'avant-dernier, il n'y a pas vraiment de drapé. Non. Mais ça aurait pu ressembler à celui-là. Bah, à l'époque, le drapé, de toute façon, c'était pas pour le ventre. Hein. C'était des câbles, c'était... Non, mais c'est vrai. Effectivement, con, mais, ouais, c'était pas les mecs et même les Romains faisaient ça, enfin, surtout les Romains, ils se drapaient sur le dos, quoi. Ils se drapaient pas sur... En guise de cape. C'est ça. Et voilà, donc elle est extrêmement bien faite, cette statue en bronze, mais comme je vous dis, usée par le temps. Hein, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est dehors. Et vu l'état des autres statues, ils n'ont pas forcément les moyens de faire rénover, de réparer ces statues. Et ben moi je vais faire comme avec le tableau, je vais laisser parcourir mes mains sur le socle, voir la façon dont c'est ouvragé et si je découvre des écritures ou des choses du genre. Tu laisses courir tes mains agiles sur... non, sur à Walter. Pardon. Tes mains sur le corps, ouais, c'était pas mal. Et tu ne trouves rien. Tu cherches longtemps. Vraiment. Okay. Petite question. Là où il y a cette statue, est-ce que autour de lui, est-ce qu'il y a un jardin représentatif juste pour la statue? Ou est-ce que le jardin est plutôt global avec d'autres statues genre alignées Non, il y a des statues partout. Hein. Il y a des statues partout. Merde, j'avais écrit des trucs dans Historique, ça les a effacés. Et est-ce que le jardin est décomposé en sections? Est-ce qu'il y a une sorte de section, quelque chose qui permet faudrait que tu regardes la journée, parce que là, la nuit, c'est pas facile. Et peut-être que c'est par zone. Pas évident. Là, comme ça, tu saurais pas la parce que dans le message du tableau, il parle dans le jardin d'Apollon. Donc, ok, il y a la statue qui est là, mais... Et justement, autour de la statue, pas la statue elle-même, mais autour, est-ce qu'on voit quelque chose de particulier Non, tu vois le jardin, les roses, d'autres statues. Et justement, Apollon, là, la direction dans laquelle il se trouve, est-ce que ça... Comment dire? Est-ce que ça pointe, entre guillemets, du doigt les écuries, ou est-ce qu'il y a les chiens, ou cet endroit-là? Ah ouais, attends.
Ça a l'air de pointer les fenêtres du salon. Ok. Quand tu suis la trace, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de choses particulières, mais en fait, ça arrive au niveau des fenêtres du salon. D'une grande fenêtre du salon, qui est fermée, hein. Les volets étant fermés. Mm. Et il n'y a rien entre la statue et cet endroit-là. La nuit s'avance de plus en plus profonde. Le salon, c'est là où on a pris le thé, hein. C'est là où ça vous avez pris Ou le c'est thé, une autre pièce exactement. Ouais, ok. Ouais, ok. c'est cet endroit-là. Effectivement. Ouais, ok. Mais en pleine nuit. Maintenant. Ouais, c'est clair. Bon. Eh bien, vous qui aimez les affaires étranges, nous avons peut-être un jeu de pistes. C'est ce qui semblerait. Je suis curieux de voir qui rôde la nuit et d'attraper cette personne qui se fait passer pour un fantôme aux yeux des résidents. Enfin, principalement du résident. Possible. Vous voulez rester dehors, c'est ça? Non, pas, Ah, non, forcément. Non. Chien de fer aux yeux de feu lance des éclairs dans le jardin d'Apollon. Et ouais. Il n'y a pas de statue de chien, j'imagine. Il y a un cerbère, si, tiens. Ça va, c'est un chien. Ouais. En gros, chien. Pas vraiment un chien. C'est un chien à 3 têtes. Voilà. Est-ce qu'il a des yeux de feu? Non, il n'a pas des yeux de feu. Non, mais quand je dis des yeux de feu, c'est-à-dire des sculptures, évidemment. Bah déjà, Non, est-ce non. qu'il est en fer, surtout? Ah oui, l'enfer, ils sont en plomb, hein, essentiellement. Hein. En bronze, excusez-moi, Attention. pas en plomb, en bronze. C'est pas du tout la même chose. Le fer... On est en bronze, on est plutôt sur du bronze. Hein. D'accord, le chien est pas d'une matière différente des autres. Oui, ils sont tous un alliage de bronze. Vous tournez encore dans le jardin, de temps en temps, vous sentez le vent chaud de la nuit au visage. Là, je sèche, j'avoue. Effectivement, De le toute vent façon, chaud te sèche. De toute façon, il serait étonnant que nous résoudions cette affaire dès les prémices de notre arrivée. Mais voilà qui laisse à réfléchir. Je pense que je vais me retirer dans ma chambre. Dans votre La chambre. nuit porte conseil. Ah, dans notre chambre, en effet. Vous montez. Ouais. Lady Charlotte Connie, tu t'aides à te coucher, bien sûr. Et la nuit est avancée quand vous vous endormez profondément. Si vous voulez dormir, après vous pouvez ne pas dormir, bien sûr. Tu les as punis. Moi, j'ai dit que je retournais dans la chambre, mais eux, ils ont pas le choix, quoi. Bah ouais, si, parce que à moins qu'ils restent. Je fais une petite ronde un peu tout seul. Tu fais une quand les ronde autres tout seul. dorment. Ouais. Un peu tout seul pour genre une ronde de sécurité pour voir qu'il y a. Tu fais une que tout est en ronde de ordre. sécurité et tout est en ordre. Les chiens aboient encore une fois quand tu passes à côté d'eux. Ok. Tout va bien. Et bah, après, je vais me coucher, effectivement. Et Charlotte aussi, tu rejoins ton lit. Vous vous endormez tranquillement. Quand, au milieu de la nuit, vous entendez un cri perçant, un cri d'une... Vous reconnaissez la voix, vous reconnaissez Harry, qui hurle à plein poumon. Et pendant plusieurs secondes, si fort que ça vous réveille. Que faites-vous? Je prends ma canne et mon pistolet et je fonce
dans la chambre de Harry. Tu cours vers la chambre de Harry. Quand tu arrives devant... Au passage, je réveille Walter si... Oh bah il est réveillé. Il est réveillé, il a pas trop envie de courir, mais... Ouais. Et tu... Ah, mince, je vous entends pas, j'ai de nouveau un sacré lag. nous dire ce qu'elle allait faire. Moi, ça me fait peur en fait. Donc, pour l'instant, je me mets juste. En fait, je passe la tête à travers la porte. Tu vois Matt qui court, suivi peut-être de Walter, je sais pas. Sais-tu oui, mais moins rapidement. Moins rapidement. Et plus tempéré. D'ailleurs, j'ai pris mon sabre. Tu as pris ton sabre. Moi, toi... je suis allée à la recherche de Gertrude. Du coup. Ok, tu vas derrière, mais tu pars un peu après les autres, Charlotte. Donc tu vas me faire un test d'écouter. Écouter, c'est... Ouais, oh, t'as un peu de chance d'y arriver quand même. Non. Toujours pas. Il n'y a pas d'histoire de chance avec tes dés de toute façon. Non, il y a toujours ça marche ou ça marche pas. Donc tu les suis. Toi, Matt, tu as couru. Et tu arrives, la porte de la chambre est ouverte. Et tu vois que Gertrude est avec Harry, Harold, dans la chambre. Elle essaie de le calmer. Non, c'est rien. Tu vois que la fenêtre est ouverte. Et les volets aussi. Et Harry est recroquevillé dans un coin de la pièce. Non, je veux pas. Il vient pour moi. Walter et Lady Charlotte, vous arrivez à ce moment-là. Lady, tu vois que Gertrude est avec son mari. La fenêtre est ouverte. Il y a un courant d'air chaud qui rentre dans la pièce. Bah écoute, je me rue pas à la fenêtre, mais tu vois, je cours un peu avec le pistolet, un peu en mode police sur le côté, et je ziote un coup par la fenêtre vers l'extérieur si je vois quelque chose en fait. En fait, je me sers, si tu veux, d'un coin de la fenêtre comme un couvert un peu. Et tu regardes par la fenêtre alors que Gertrude essaie de calmer Harry qui hurle. Tu jettes un coup d'œil par la fenêtre. Fais-moi un test de toc. Alors, c'est parti. Moi, je vais le réussir. Je rengaine mon sabre. Tu rengaines ton sabre. Je m'adosse nonchalamment de l'épaule à l'embrasure de la porte. Et je regarde attentivement Gertrude d'essayer de calmer notre ami Harry. Ok, Charlotte, tu veux faire quelque chose? Oui, et alors au fond moi, de lui, il est en train de se dire, il va crever quand. c'est comment tout. Dis-moi, Charlotte. Prums. Pardon. Et ben moi, je comptais en fait m'agenouiller et prendre la main de notre ami pour lui dire calmez-vous, mon ami, on est tous là avec vous. Il n'y a personne dans la pièce. Fais-moi un test de psychologie, Charlotte, et comme ça on va voir si tu arrives à le calmer. Alors qu'il crie, que toi, Matt, tu regardes par la fenêtre, et Harry continue à crier, J'en étais sûr, Charlotte, aide-moi, Charlotte. Il crie comme ça. Et Matt, toi, tu vois les buissons bouger. Tu vois une forme étrange car c'est humanoïde, mais recouvert d'herbe, recouvert de feuilles mortes. La forme semble s'arrêter un instant. Tu entends le bruit de pas assez lourds, humides, s'enfoncer dans les buissons et disparaître. Juste peut-être un instant se retourne-t-elle vers vous. Au moment où elle se retourne, tu entends Harry qui crie encore plus fort. Non,
Je vais mourir. La suite, la prochaine fois.